À partir du moment où il y a un manque légitime, le défunt, quand il repart de l'autre côté, il se dit mince, c'était ma fille par exemple, j'aurais pu l'aider à être plus ambitieuse pour faire des études. Il va retourner de l'autre côté et il va se rendre compte à quel point finalement sa force et son empreinte de capacité à stimuler, à encourager à faire des études était importante dans le lien, dans la matière. Et comme il y a eu un manquement au devoir, il va venir travailler sur le vecteur de l'ambition. Donc il va t'aider de l'autre côté à être plus ambitieux, plus déterminé, aller jusqu'au bout de tes idées, à pas baisser les bras. Ça marche comme ça en fait. Ils sont attirés par les émotions dans lesquelles eux, ils ont connu une forme d'abondance et de réussite, et dont toi tu vas avoir besoin. Si par exemple tu dois passer une compétition, je sais pas, de patin à glace et qu'ils étaient hyper doués en sport, ils vont t'aider. Mais si y a aussi quelque chose dont ils t'ont privé, alors que dans le contrat à l'origine c'était pas ça, ils étaient pas censés t'en priver, ils remettent le paquet pour te le donner au centuple. Et ils le font aussi pour que dans la prochaine incarnation, quand on les retrouvera, quand on se retrouvera ensemble, le lien soit plus léger, que les choses soient dédramatisées. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un épisode en compagnie d'Alexandra Gabriel, numérologue et également autrice de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date qui s'intitule « L'immense pouvoir du voyage astral ». Ce livre aborde son parcours et l'enseignement de ses défunts protecteurs lors de ses sorties astrales nocturnes. Et c'est de ce sujet, entre autres, c'est-à-dire l'accompagnement de nos défunts, dont nous allons parler dans cet entretien. Je remercie Alexandra pour ce partage si riche et si lumineux, tout à son image. Merci évidemment, comme toujours, à vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Alexandra et merci beaucoup d'avoir accepté ma nouvelle invitation, la 3e invitation dans ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de te recevoir, t'accueillir à nouveau dans ce podcast pour parler d'un sujet en particulier et tu as accepté du coup de nous en parler, c'est celui des défunts et des missions aussi de nos défunts. On va parler de tout ça, mais avant tout ça, comment tu vas ? Écoute Xavier, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être une nouvelle fois sur Entre deux mondes et je vais très bien. Et toi-même, comment vas-tu ? Écoute, ça va pas trop mal. J'ai eu cette idée qui est pas tombée comme ça du ciel parce que j'ai lu ton livre, le dernier né, l'immense pouvoir du voyage astral, qui est donc qui a été sorti il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Et je dois vous avouer, chers auditeurs, si vous connaissez pas ce livre, que vous passez à côté de quelque chose. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez ne pas passer à côté, parce que c'est vraiment un livre qui m'a profondément touché. Comme peu de livres que j'ai lus sur ce domaine, mais de manière générale, parce que j'ai trouvé que vraiment c'était une plongée dans ton intimité, que c'était vraiment, d'ailleurs je me suis dit que tu avais dû, en écrivant ce livre, vraiment accepter d'ouvrir cette partie de toi, parce qu'on a vraiment l'impression de plonger vraiment au plus profond de ce que tu as été, ce que tu es aujourd'hui, mais ce que tu as été dans ton parcours, avec évidemment tous les doutes, toutes les peines, tous les questionnements, et puis cette évolution qui t'a fait devenir qui tu es aujourd'hui. Donc en introduction, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui fait que, après quelques années quand même d'ouverture médiatique, tu t'es dit, allez, je vais dévoiler cette part de moi ? Alors, c'est venu un peu naturellement et finalement, comme tout le travail d'édition que je fais, je me suis rendu compte sans le vouloir que, en réalité, j'abordais des choses à travers la numérologie par thématique. Il se trouve que l'année 2023, c'était l'année un peu de la thématique sur le deuil, les défunts, puisque j'avais sorti les mandats d'âme céleste avec la numérologie pour permettre aux gens de comprendre ce que font les défunts dans l'au-delà. Et en parallèle, j'écrivais le livre L'immense pouvoir du voyage astral. Et je me suis dit, ça tombe sous le sens parce que je suis reconnue de plus en plus pour mes qualités de médium, c'est clair, je le sais maintenant. Mais la numérologie, à chaque fois sous le prisme à travers lequel je l'aborde, il y a toujours ces questionnements. Et j'avais envie de faire un seul livre et unique livre pour assumer une fois et une dernière fois cet aspect de moi. Alors désolé, il y a Topaz qui aboie. Et oui. Ça on pourra pas le couper au montage, mais ça fait partie du charme de l'exercice.
Justement, la première chose qui est assez frappante, tu le disais dans ce livre-là, c'est que ça y est, on a la sensation que tu te déclares toi-même médium et que c'était un aspect de ta personnalité, ou en tout cas de qui tu étais, qui était encore un petit peu... Alors non, j'aime pas du tout me déclarer médium, et d'ailleurs tu me verras pas, là je le dis, c'est vraiment une parenthèse dans le temps, mais tu verras ça jamais sur mon site. Tu peux le voir hein, sur mes livres, parce que je suis pas toute seule à faire mes livres, et sur la couverture éditoriale, à la com, forcément il y a un travail derrière, autour de l'œuvre et autour de l'auteur. Mais moi, je suis avant tout numérologue. Je répète, je ne donne et je ne donnerai jamais de consultation de médiumnité en tant que telle. C'est pas moi qu'il faut venir voir. Si vous voulez des consultations de numérologie, oui, parce que je ne peux pas non plus garantir. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours le défunt attendu qui vient, et j'ai pas toujours les défunts. Ça, c'est puis avec moi, les messages, ça va durer quoi? 5 minutes? Je peux pas faire un discours. Je peux pas te tenir une consultation de médiumnité, c'est impossible. Par contre, je peux te parler nombre pendant des heures. Ça, oui. Et oui, bien sûr. Euh, Néanmoins, cette médiumnité, en tout cas cette connexion à l'autre monde, depuis quand tu l'as réellement conscientisé, toi? Alors, en fait, ça s'est fait à travers plusieurs étapes, à travers plusieurs sensations, plusieurs expériences. La toute première connexion, les premières sensations extraordinaires que j'ai ressenties, on va dire, c'est à 11 ans quand Ayrton Senna est mort. Je savais, c'était évident pour moi, qu'il me voyait, qu'il m'entendait. Il savait parfaitement qui j'étais. Comme s'il me surveillait depuis son petit nuage, comme j'ai l'habitude de dire. Et j'avais intérêt à me tenir à carreau. J'avais aussi un peu l'idée d'une sorte de sentence de lumière, hein, mais qui pouvait tomber à tout moment. Et j'ai eu cette conviction qu'il y avait quelque chose quand il est parti. C'est-à-dire que c'était une certitude. On m'aurait dit mais non, c'est pas possible. J'aurais dit mais si, en fait vous l'avez pas vécu, donc vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas comprendre. Et puis après, le temps a fait son œuvre. C'est-à-dire que c'est pas parce que il est parti que j'ai commencé à avoir des perceptions. D'ailleurs, je ne savais pas au départ mettre des mots dessus. Mais j'arrivais pas du tout à le qualifier. Par contre, moi, je le voyais pas, je l'entendais pas, je le sentais. Mais je savais que lui, il me sentait, il me connaissait, il me voyait, il m'entendait. Et après, il y a eu différents épisodes de vie. Il y a eu des décès en cascade. Et puis, il y a eu des rêves. Vraiment, l'étape cruciale, ça a été les rêves à partir du moment où ma mère est morte, en décembre 2010. J'ai fait une série de rêves dans la semaine où elle est morte. J'en ai fait 2 qui ont été très importants par rapport à son enterrement, parce qu'elle avait tout laissé en chantier, on savait pas du tout ce qu'elle voulait faire. Donc il fallait vraiment qu'on se décide avec mon frère dans les plus brefs délais. Et là, je l'ai vu arriver dans les rêves le lendemain pour la cérémonie d'enterrement, pour me remercier, pour dire que c'était génial, qu'elle nous aimait, qu'on était ses amours, etc. Et là, je me suis dit, ah, c'est trop bizarre. Et après, il était question de succession, puisqu'elle avait une maison en région parisienne. Et là, pareil, en n'ayant rien préparé, forcément, le problème que j'ai eu, c'est que je ne savais pas où aller chercher les papiers. Je ne savais pas où étaient tous les dossiers, les assurances. Et surtout, étant donné que notre père était un gangster, elle avait dû protéger un peu tous les attributs de la maison. Donc en fait, ils étaient quelque part, à un endroit que jamais je n'aurais soupçonné. Et en fait, elle est venue me révéler dans le rêve l'endroit et la personne qui détenait les papiers. Et là, après ce rêve-là, ça a été l'évidence, ça a été un déclic. Et il y a plein de choses qui ont commencé à s'ouvrir. Donc tu vois, ça s'est vraiment fait à travers le temps. Ça s'est fait aussi à travers ma conscientisation. Après, en réécrivant le livre, je me suis rendu compte aussi que j'avais entendu une voix en septembre 2006 pour la première fois dans mon oreille droite, au moment de me coucher et au moment de choisir mon stage d'études. Donc tu vois, il y a eu des petits trucs comme ça, mais en plus j'en avais pas fait grand cas. Je m'étais dit, oh là là, c'est entre deux sommeils, ça doit être un rêve. Tu vois, je devais être entre deux mondes. Mais tu vois, tu parles de rêve, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui peuvent avoir des rêves où il se passe pas mal de choses. Comment est-ce que, bon là en l'occurrence il y avait des éléments concrets,
Mais tu vois, le premier rêve que tu nous cites, comment est-ce que, quelque part, tu arrives à savoir que c'est pas un rêve anodin et que vraiment il y a quelque chose de plus profond qui se joue? Parce que déjà, il y a une ambiance dans la pièce. Il y a une ambiance dans la chambre. Il y a quelque chose qui se trame. Et il y a même des étapes du rêve, si tu veux, où à un moment donné, même si j'ai envie de sortir, de me dire oh non, non, là, j'ai pas envie d'embarquer pour un rêve comme ça, c'est comme les portes d'un sas qui se ferment. J'ai plus le choix. Et après, ben, il y a toujours un peu un liseré bleu. C'est très particulier quand je fais des rêves. Donc pour moi, c'est au début, je savais pas que c'était des voyages astro. Mais quand je fais des voyages astro, il y a cette espèce de liseré bleu. Et pendant le rêve, il y a des éléments et des scènes du passé, du présent qui reviennent fortement. Parfois, il peut y avoir aussi des éléments un peu du futur. Et c'est dans les sensations que j'ai dans mon corps. En fait, quand je me réveille, je sens que je suis plus la même. Et il y a encore une moiteur, une ambiance, une chaleur qui reste dans la pièce, qui subsiste. Parfois, j'ai des parfums entêtants, quoi. Donc, je me lève, là, j'allume la lumière, je vais boire un coup. Et je reviens, il y a encore des parfums dans la pièce, tu vois. D'accord, donc c'est quand même enfin, c'est encore différent de ce qu'on appelle des songes, hein, pour le coup, où effectivement, c'est bien des défunts qui peuvent venir te passer des messages, mais là, t'as pas ce côté ambiance particulière, alors que là, c'est comme s'il y avait une imprégnation Ah oui, particulière. du lieu, ouais. Même, tu vois, Topaz, ou même Babou à l'époque, hein, qui est tout le temps avec moi. Après, elle réagit, enfin, elle scrute l'horizon avec sa petite truffe. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que même elle le sent. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Alors, il y a un truc qui est particulier, et je l'ai réalisé à la fin de ton livre, c'est que dans tout ce que tu expliques, dans tout l'accompagnement subtil qui est le tien, c'est toujours des défunts. Et tu vois, c'est un peu contradictoire avec ce que disent beaucoup de personnes, alors je les appelais les médiums, hein, mais de ce qu'on peut voir des accompagnements classiques où on parle de guides. Toi, c'est plutôt des défunts. Comment tu expliques que ça fonctionne comme ça pour toi et pas a priori comme ça pour le reste des gens? Bah écoute, moi je pense que chacun son expérience. Et c'est vrai que j'aime pas trop me comparer. Euh, je regarde pas non plus trop ce que font les autres parce que j'ai besoin de garder quelque part une forme d'alignement et un regard, comment dire, très précis sur l'expertise que j'ai envie et besoin de partager. Et justement, je refuse parfois d'avoir des appellations classiques. Je refuse de parler de guide parce que je sais que ça existe, mais moi je les ai jamais vus. J'aime bien appeler un chat un chat. J'aime bien parler de ce que j'ai vu, constater dans la matière, à travers la matière. C'est vraiment ça. Mon cheval de bataille, c'est je peux pas parler demain, je vais pas te faire une conférence sur les anges et les archanges parce que j'ai pas d'expérience avec eux ou tellement infime. Je peux pas te faire une conférence sur les maîtres ascensionnés, j'en sais rien. J'en sais rien vraiment. Il y a juste une fois un rêve avec ma mère où à une époque où je pensais et où il m'avait été dit que j'allais jamais devenir mère. Je m'étais mis un peu à parler à la Vierge Marie, mais je l'ai pas senti. Enfin, c'est pas du tout comme avec Ayrton ou avec d'autres défunts, tu vois. C'est pas du tout la même interaction. Et ma mère, dans mon rêve, m'a montré que elle avait vu que j'avais parlé avec la Vierge et qu'elle, ma mère, était auprès de la Vierge. Et il faut savoir que ma mère, elle a eu une expérience très mystique et très forte avec la Vierge. Le soir de sa confirmation, ou je sais plus de sa communion, elle a eu une apparition mariale dans sa chambre et ma grand-mère lui a dit tu ne parleras jamais de ces choses-là. Donc ma mère, elle avait un lien avec la Vierge qui était extrêmement particulier. Renfrogné, quand j'en ai parlé avec une de mes tantes, elle m'a dit ah oui oui on a entendu parler de cette chose-là et oui évidemment oui on le sait. Donc tu vois il y a eu donc si demain je devais faire une conférence sur la Vierge, je serais incapable parce que j'ai pas d'expérience et de reliance à elle comme celle que je peux avoir avec les défunts. Alors ça cloisonne peut-être mon horizon, et en même temps je me dis que il m'est finalement peut-être demandé de simplement m'intéresser aux défunts, parce que j'ai pas toute une vie, enfin une vie c'est long et c'est court à la fois, et
J'ai pas envie, si tu veux, Xavier, d'investir des horizons et des voies dans lesquelles je vais me perdre. Ouais, t'as pas envie de t'éparpiller, quoi. J'ai envie de rester dans mon domaine d'expertise, qui est avant tout la numérologie, et avec en prime, en bonus, ce lien à l'au-delà, par intermittence. Tu parlais de reliance aux défunts, justement, une question qui me venait en lisant ton livre, c'est est-ce que selon toi, il faut absolument avoir un lien, tu vois, dans cette vie ou dans d'autres vies, pour avoir un accompagnement de ce type de la part d'un défunt? Pas du tout, Xavier. Franchement, non. Parce que, alors ça, c'est un truc, ça a été la grande révélation aussi. Finalement, toutes les âmes du monde se connaissent. On dit les âmes, mais on devrait dire l'âme du monde. On est une seule et même âme, et chacun de nous est un morceau de cette âme. Donc tu peux très bien faire une incarnation avec quelqu'un aujourd'hui, maintenant, et avoir pour protecteur celui qui a été ton père en l'an 1230. Tu vois? Dans ta matière, dans ta réalité terrestre aujourd'hui, tu vas pas du tout l'appréhender. Mais par contre, quand tu vas retourner de l'autre côté, tu sauras exactement tous les rôles de ta vie qu'il a eu. Donc ton père dans les années 1200, ton frère dans les années 1500, ton fils dans les années 1800, ton mari dans les années 1900. Enfin, ça marche vraiment comme ça. Ouais, c'est fou. Il y a une espèce de raccord qui se fait et qui est évident où finalement tu captes en une fraction de seconde toutes les réalités, toutes les vérités que tu as toujours voulu savoir dans la matière. Et là, au niveau de l'inconscient, tu les captes. Et ça a été la révélation aussi avec Pascal, qui est un défunt que j'ai pas connu vraiment de son vivant, puisque je l'ai connu à l'état de cadavre quand j'ai fait mon stage aux pompes funèbres en mai 2014. Et lui, ça a été, donc c'est d'ailleurs, c'est pour ça, hein, c'est le deuxième chapitre du livre. Non, c'est le troisième, pardon. Le troisième chapitre du livre, ça a été une expérience mystique et spirituelle, mais juste incroyable. Et c'est à partir de cette expérience-là que tout s'est ouvert et tout s'est décuplé. D'ailleurs, c'est drôle parce que on fait cette émission aujourd'hui ensemble, et puis j'ai eu Jay au téléphone 1 heure avant, qui m'a accompagnée justement pour retrouver les traces de ma grand-mère suite à la disparition de Pascal, et après tout ce qui s'en est suivi et tout ce qui a découlé. Et Pascal, il a été une plaque tournante dans ma vie. Il a été un point d'orgue incroyable, puisqu'il m'a permis de comprendre mon lien à Sénat. Donc tu vois, j'avais eu tout et n'importe quoi. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah bah oui, ça a dû être votre mari, ça a dû être votre amant, ça a dû être un père. Pas du tout. Il n'y avait pas de lien de sang, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y a pas de lien de sang et pas de lien amoureux avec Sénat. Donc tu vois, ça n'avait rien à voir avec ça. Et Pascal, il m'a permis de mettre le doigt sur la véracité du lien. Et il a mis un coup d'accélérateur dans ma compréhension et dans mon appréhension de ma propre spiritualité, mais pour que justement j'en fasse quelque chose. C'est-à-dire que le défunt, il vient t'aider et te délivrer une expérience clé à un moment phare de ta vie. Mais après, toi, tu peux pas garder juste ça dans ton petit panier et le contempler. Il faut que tu en fasses quelque chose pour avancer dans ta vie et avancer avec les autres. Et par contre, ça m'a appris, ce qui est assez dingue, c'est que, ok, il y a l'énergie des défunts, mais ça m'a aussi appris un peu l'amour inconditionnel, tu vois. Ça m'a appris que je pouvais être capable d'aimer des âmes que je connaissais pas forcément. Et d'ailleurs, j'ai eu une expérience assez forte là avec 2 personnes vivantes, hein, en 2023, en août 2023, où mon cœur les a aimés très fort inconditionnellement sans les connaître, quoi. Alors que c'est des gens vivants, tu vois. Il y en a un qui, je l'ai dit, ça lui a fait peur. Parce que, enfin, que c'est peut-être pas commun. Mais en tout cas, l'expérience qui m'a, enfin, chargée, dont j'ai été chargée depuis l'au-delà grâce à Ayrton et Pascal et aux autres, en fait, ça m'a rapporté et ça m'a ramené dans la matière à cette idée d'amour inconditionnel ou d'affection inconditionnelle. Ouais. On a vraiment la sensation que lorsque ces défunts qui t'accompagnent, ils se présentent à toi. Premièrement, on a l'impression que vraiment ils ont une vision d'ensemble, tu vois, l'image globale de tout ce qui se passe pour toi, cette compréhension. Et deuxièmement, il y a une sorte de sagesse, tu vois. Et du coup, je me disais, mais
Est-ce que c'est parce que c'est tout leur vécu d'âme qui fait qu'ils sont à ce niveau-là, et tu vois, qu'ils ont cette sagesse? Ou est-ce que finalement, c'est le fait d'être de l'autre côté, d'avoir récupéré toute cette vision-là, qui fait que naturellement, on atteint ce côté apaisé, sage, etc. Bah, je pense que c'est les deux. Parce qu'il y a la réalité à l'état d'âme qui est immuable, qui est presque immaculée, on pourrait dire. Enfin, pour moi, de ce que j'ai vu, de ce que je sais, c'est la personnalité et le libre arbitre sur Terre qui vient ternir une incarnation, mais c'est pas l'âme. Parce que l'âme, elle garde toute sa noblesse, tout son caractère resplendissant. Et en fait, c'est elle qui choisit du coup tout le temps l'absolu, l'amour et le bien. Mais par contre, la Terre active la dualité. Et la Terre, en tant que telle, c'est le catalyseur des émotions, c'est elle qui fait naître les émotions dans la matière et qui pervertit un peu le contrat de l'âme. Tu vois, ça c'est ce que m'avait expliqué Christophe aussi, c'était assez dingue cette explication. Quand je lui avais dit non mais je vais pas mettre ça dans le livre, il me dit mais je te demande pas si tu vas le mettre ou pas, je te le dis, donc voilà, tu le partages. Mais et quand il me l'a expliqué et que je me suis dit que finalement tout était atomes, fréquences, quantique, etc., je me suis dit que en fait, tu sais, c'est comme un gaz, comme si c'était un gaz, ben, que c'était finalement fort probablement logique. Donc, de ce que je comprends, dans le processus, lorsque une personne vient à quitter ce plan d'incarnation, se pose à elle, en tant qu'âme, la question de savoir si elle va accompagner une autre personne. Et je pense que c'est une logique de continuité par rapport à ce qui s'est passé dans son incarnation, dans sa propre incarnation. Mais du coup, comment est-ce que, quand on est encore incarné sur cette terre et qu'on perd des proches, on peut savoir si ces proches, ils vont ou pas jouer un rôle pour nous? Alors, tout dépend de ta sensibilité déjà dans un premier temps, je veux te dire. Mais il y a aussi un côté très pragmatique et très terre à terre à observer, c'est quelles sont les formes d'abondance qu'ils t'ont données et quels sont les manques que tu as eu à cause d'eux. À partir du moment où il y a un manque légitime, le défunt, quand il repart de l'autre côté, il se dit mince, c'était ma fille par exemple, j'aurais pu l'aider à être plus ambitieuse pour faire des études. Ben, il va retourner de l'autre côté et il va se rendre compte à quel point finalement sa force et son empreinte de capacité à stimuler, à encourager à faire des études était importante dans le lien, dans la matière. Et comme il y a eu un manquement au devoir, ben, il va venir travailler sur le vecteur de l'ambition. Donc il va t'aider de l'autre côté à être plus ambitieux, plus déterminé, aller jusqu'au bout de tes idées, à pas baisser les bras. Ça marche comme ça en fait. Ils sont attirés par les émotions dans lesquelles eux, ils ont connu une forme d'abondance et de réussite, et dont toi, tu vas avoir besoin. Si par exemple, tu dois passer une compétition, je sais pas, de patin à glace et qu'ils étaient hyper doués en sport, ben, ils vont t'aider. Mais si il y a aussi quelque chose dont ils t'ont privé, alors que dans le contrat à l'origine, c'était pas ça, ils n'étaient pas censés t'en priver, mais ils remettent le paquet pour te le donner au centuple. Et ils le font aussi pour que dans la prochaine incarnation, quand on les retrouvera, quand on se retrouvera ensemble, le lien soit plus léger, que les choses soient dédramatisées. Et est-ce que du point de vue de l'être incarné, il y a la possibilité de s'adresser à son défunt en lui disant bah, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'accompagnes dans la durée sur mon trajet, ou ça se joue à un autre niveau entre guillemets, et si c'est pas prévu comme ça, bah de toute façon ça se passera pas comme ça. En fait, un défunt que t'as aimé, une âme que t'as aimée, j'ai envie de te dire, dès qu'il y a un lien d'amour d'un côté ou de l'autre, ou des deux, même si c'est que d'un côté, il y a la réponse à un appel, parce que de l'autre côté, en fait, les liens d'amour, ils sont évidents. Donc si tu peux, mais par exemple, regarde, je vais te donner un autre exemple. Et du coup, j'ai compris. J'ai pour habitude, j'ai un peu le réflexe, d'ailleurs ça fait rire Amélie, chez qui je suis aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une petite cata ou que j'ai un petit stress et tout, j'ai le réflexe, tu sais, Christophe, comme t'appelles ta mère. Ouais. Quand tu peux faire « Ah maman !» Moi je fais « Ah Christophe !» Et Qui je est me dans ton rappelle, j'ai défunt. fait un voyage en Laponie, qui est donc un de mes protecteurs, ouais. J'appelle mon protecteur en chef. De toute façon, il aimait bien commander de son vivant, donc ça lui va bien.
Et, et du coup, tu vois, par exemple, quand j'ai fait un voyage en Laponie où je me suis un peu dépassée dans mon appréhension, dans mes doutes, dans mes peurs, dans mes craintes, parce que j'avais peur, en plus je partais faire une rando équestre alors que j'étais en plein cœur de mes blocages à cheval. J'ai un de mes défunts, donc lui je peux le nommer parce que je connais bien sa maman et elle est ok avec ça. Qui s'appelle Antoine, qui est aussi un pilote automobile, Antoine Hubert, qui s'est tué à Spa, Francorchamps, le 31 août 2019. Et Antoine, il est arrivé dans mes énergies pour me dire, Alex, je vais t'aider au cheval. Je lui dis, mais pourquoi c'est toi qui m'aides au cheval? Il me dit, parce que, en fait, ce qui te manque pour le cheval, toi, c'est pas des capacités physiques, c'est pas le lien avec l'animal, tu l'as. C'est le mental. Et moi, en tant que pilote, ce mental et le fait d'avoir cette précision, cette observation, d'avoir un peu le compas dans l'œil, moi j'avais ça. J'avais la finesse d'esprit, j'avais le mental d'acier qu'il fallait pour mon sport. Donc toi, à cheval, quand je te regarde, il te manque ça. Donc moi je vais te le donner, ce truc-là. Et donc il a commencé à venir de plus en plus au cheval. Et pendant la rando en Laponie, au bout d'un moment, il y a eu à un moment donné un fossé, c'est impossible de passer, enfin voilà. Et je commence à appeler Christophe. Et il m'a dit, non. En fait, c'est même un autre défunt qui m'a dit, non, ce n'est pas Christophe qui est en charge de cette mission. Donc tu appelles Antoine. Et j'appelle Antoine, et la guide touristique avec qui j'étais, en fait, au bout d'un moment, il fallait faire descendre un cheval dans un tout petit passage étroit. Et je lui dis, est-ce que tu peux l'attraper et le faire descendre? Et en fait, moi, je suis passée devant le cheval de la prof, avec Antoine. Enfin, c'était un truc de fou, ça. Et on est descendu. Et le cheval de la prof a suivi. Elle m'a dit, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est impossible, ça n'arrive jamais, ça. Tu vois? Donc voilà. Ça marche comme ça. Et si tu veux des exemples comme ça, j'en ai tellement. Et après, du coup, quand je la raconte à Nathalie, la maman d'Antoine, elle dit, mais tu sais, Alexandra, c'est trop bizarre parce que quelques jours, parce que j'avais demandé à Nat si elle avait eu des signes par rapport à la disparition de son fils, et elle m'a dit, il m'avait demandé de regarder un reportage sur les sports dangereux, et dedans il y avait le cheval. Et quand je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais du coup, est-ce que tu comprends pourquoi ton fils il m'aide et pourquoi il fait ça avec moi? Elle m'a dit, mais oui, je le comprends. Parce que tu vois, enfin, dire qu'ils vont bien, oui, ils vont bien. Mais pour moi, le rôle des défunts, c'est vraiment sur des vibrations, des émotions, des sujets très précis, des angles, entre guillemets, d'attaque par rapport à des domaines et des vertus qu'on a besoin de conquérir dans cette vie-là pour notre parcours initiatique. Et c'est en ça qu'après on est tous unis et qu'on fait tous un. C'est que le défunt qui a cette habilité, eh ben, il va vraiment venir déconditionner en fait ta problématique. Pareil, j'ai un de mes protecteurs qui est très souvent là. Alors c'est pas un des protecteurs principaux et pourtant il est tout le temps là, Jules. Et je dis mais pourquoi il est tout le temps là? On parlait avec Amélie. C'est vrai qu'il est tout le temps là. Et lui, il a l'art de la légèreté, c'est-à-dire que il a un don pour dédramatiser les choses du quotidien. Mais en fait, il a un méga don pour enlever la charge mentale, le stress inhérent à une vie humaine. Et donc, comme en plus il a un mandat céleste sur du 5 en numérologie, il intervient dans tous les domaines. Et je me suis souvent fait la réflexion, mais pourquoi tu ramènes ta fraise maintenant? Pendant qu'on dit ça, qu'on fait un truc. Et il dit, mais Alex, mais t'as qu'à regarder mes nombres. Ils disent toi les numérologues, c'est pas moi. Tu vois, puis après, avec cette légèreté, ce rire, cette faculté, cette facilité qui n'appartient qu'à lui de balancer les trucs comme ça, même si t'es en plein chaos. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était une âme, pareil, lui, de dingue, alors que de son vivant, en plus, lui, je l'ai connu. J'avais pas du tout cette image de lui. Mais tu vois, il y a l'être incarné et l'état d'âme. Ouais, ça veut dire qu'en fait, parfois, on peut avoir affaire dans notre vie incarnée à des êtres qui sont en fait assez loin de leur nature profonde, en fait, de ce qu'ils émanent. Ouais. Mais bien sûr. Et comment? Et pareil, Christophe, pareil, je l'ai connu de mon vivant dans la matière. Je l'aimais pas vivant. Et quand je me suis rendu compte de qui il était à l'état d'âme, mais je l'ai tellement adoré, enfin je l'aime tellement maintenant.
D'ailleurs, ton livre, il est structuré dans ces chapitres autour de chaque accompagnement et on voit que c'est progressif. Tu as des défunts qui se rajoutent en fonction de ce que tu traverses comme période de ta vie. Ça m'a fait naître la question qui est est-ce que les défunts qui ont commencé à te suivre ou t'apporter cette aide dans les premières étapes de ta vie, ils restent quand même en accompagnement ou quelque part ils s'effacent et ils laissent la place à d'autres, ou est-ce que quelque part finalement c'est juste une équipe qui s'agrandit et chacun intervient selon son domaine d'expertise? C'est les deux. C'est tout à fait tout ça à la fois. Par exemple, Pascal, j'aurais peut-être bien besoin de lui, mais il est pas là. Il répond pas à l'appel, on va dire. Ayrton, il va venir sur des choses très spécifiques, mais maintenant que j'ai compris le lien à lui, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais je le supporte pas physiologiquement. C'est-à-dire que quand il est là, bon, j'ai jamais pris de drogue, mais je pense que c'est un peu pareil. Ça me fait comme un shoot d'adrénaline et en fait, ça me déconnecte de mon temps. Maintenant, ça va mieux. Avant, je mettais 5-6 jours à m'en remettre. Donc, j'aime pas quand il est là. Donc, ça va être par mini parcelle, mais je sais que derrière, il envoie les autres. Je sais que derrière Christophe, il y a souvent Ayrton, en fait, et ma mère. Après, il y a des défunts que j'ai pas du tout. Par exemple, mon petit ami Rudy, mon grand-père. Ma grand-mère, quasiment pas. Non, c'est vraiment spontanément sur des missions clés. Et je sais aussi, du coup, ça m'enlève cette énergie de doute et de désespoir, entre guillemets. Et je sais aussi que fort probablement, il y en a qui interviendront à un moment donné plus tard. Par exemple, Antoine, il est mort en 2019. Il est arrivé une première fois dans mes énergies en 2021. Et là, il est présent plus que jamais depuis une petite année. Depuis 2023. Tu vois? Et d'ailleurs, j'ai fait un saut, au cheval, j'ai trop progressé grâce à lui. C'est-à-dire que j'avais pas sauté depuis 2017, maintenant je ressaute. C'est un truc de fou ce gars. Il est juste génial, quoi. Quand justement tu choisis de l'autre côté d'être défunt accompagnant, est-ce qu'il faut un certain vécu en tant qu'âme, tu vois, ou est-ce que face à c'est des idées préconçues qu'en fait pas du tout. C'est pas un choix, en fait, c'est des évidences, c'est des appels. C'est comme du bénévolat. Tu sais, ils se disent, bah tiens, sur Terre, regarde, il y a des humains qui ont telle problématique, toi, t'as géré ça dans la matière, t'as qu'à aller auprès d'eux. Parce qu'en fait, à l'état d'âme, on pourrait se dire que toutes les âmes savent tout faire, et c'est vrai. Mais ils se rapprochent de nous par rapport à une réalité terrestre, donc c'est comme s'ils remettaient un habit mi-matériel, mi-immatériel, pour venir auprès de nous. Et cette mission-là, ces missions-là, c'est je sais que on le fait volontairement, mais est-ce que c'est une sorte de progression obligatoire, en tout cas un passage obligé, on fait tous ça, ou d'autres vont faire autre chose tout simplement? Bien sûr, on fait tout ça. Et en plus, eux, c'est un peu en quelque sorte une classe préparatoire pour leur future incarnation. Je vais te donner un exemple. Je vais redonner cet exemple-là. Quelqu'un qui a beaucoup bu de son vivant et qui regrette, et qui du coup, c'est tellement lourd que l'âme a besoin de redépasser la question de l'alcool dans une prochaine incarnation. L'âme dans l'au-delà, elle va venir auprès de tous ceux qui sont en souffrance, qui sont victimes ou bourreaux à cause de l'alcool, pour venir donner le meilleur d'elle-même, de sa sagesse céleste, pour que dans la matière, la condition s'allège. Et si ça s'allège pour les vivants, ça s'allègera pour sa condition, elle, dans la future incarnation. C'est pour ça que c'est un tandem gagnant où chacun gagne un peu des points. C'est le fameux « si tu gagnes, je gagne ». Et si je t'entends bien, ça veut dire qu'en fait, on a tous, même si on n'a pas de capacité particulière à les percevoir directement, on a tous un certain nombre de protecteurs, donc de défunts accompagnants, qui nous accompagnent, c'est ça? Bien sûr. Évidemment. Il y en a même que tu soupçonnes pas. Et je vais donner aussi un autre exemple. On va prendre l'exemple d'artistes en herbe ou en devenir qui ont besoin de passer des castings. Imagine, on a un artiste en herbe
en devenir qui, pour passer un casting, décide de choisir une chanson de Grégory Le Marchal. Bah, tu peux être sûr que Greg il sera à ses côtés pour l'aider à préparer son casting et le jour J. Mais parce que c'est normal. Et si par exemple, pour un même casting, une même date, ils sont 40 à choisir cette chanson, il sera pareil, équitablement là pour les 40 personnes. Il n'y a pas d'histoire d'élite dans l'au-delà. Ouais, de préférence. Pas du tout. L'élite, c'est dans la matière. Oui, puis élite, ça suppose pouvoir, qui suppose ego, qui suppose jeu de la dualité, quoi. Exactement, parce que moi, au début, il y en a qui l'auront compris, hein. Oui, j'ai des défunts pas connus et d'autres qui sont un peu plus connus, oui. Mais au début, je me suis dit, purée, mais je vais pas vous mettre comme ça en lumière parce qu'on va dire que je me la pète. Mais non, en fait, c'est classique et c'est naturel et c'est pour tout le monde. Vraiment. Oui, c'est simplement une question de résonance entre leur expérience et ton expérience, enfin ce que tu as à vivre, etc. Parce que ce qu'eux ont vécu. Exactement. Mais est-ce que ça peut marcher, tu vois, sur des petits trucs du quotidien? Moi, je sais que par exemple, il y a des domaines de ma vie où je suis pas expert. Typiquement, dès qu'il faut être dans le bricolage ou ce genre de choses, j'ai tendance, alors je sais pas si j'ai raison ou pas, mais dans ces cas-là, dire bon, allez les gars, aidez-moi, ceux qui sont experts, filez-moi un petit coup de main pour m'inspirer, pour savoir comment pas faire trop de dégâts. T'as tout à fait raison de faire ça. Et là, tu peux avoir tous les bricoleurs, tous les artisans, tous les menuisiers du monde qui sont passés de l'autre côté, qui viennent à ton aide, bien sûr. Ah oui, d'accord. Donc ça peut être vraiment, en fait, pour des choses qui peuvent paraître dérisoires. Il n'y a pas de, il y a pas de demandes qui sont moins légitimes que d'autres. Ah non, toutes les demandes sont légitimes. Bon, bah ça c'est rassurant. C'est rassurant pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui peuvent donc faire appel à leur protecteur. Alors je sais que toi, tu aimes pas trop te parler de guide et c'est pas trop c'est surtout pas forcément ton expérience. Mais tu vois, on dit souvent que les guides, eux, ils ont la vision de toute notre vie et de toutes nos vies et de tout ce qui se joue pour nous. Jusqu'à quel point, selon ton expérience, c'est le cas des défunts? C'est exactement la même chose. Puisque quand on revient, ils ont le total de l'arborescence. C'est exactement la même chose. Quand tu reviens à l'état de conscience, moi j'ai pas de hiérarchie, hein. Pour moi, ça n'existe pas la hiérarchie. C'est un état de pleine connaissance et de pleine conscience. En fait, on se réincarne pour donner avant tout le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on avait une pépite précieuse qu'on n'a pas donnée au reste du monde, c'est tout. Mais donc évidemment, ils ont la connaissance et la compréhension de tout ce que eux, ils ont vécu, mais est-ce qu'ils ont de la même manière la compréhension de tout ce que toi, en tant qu'accompagné, entre guillemets, tu as vécu et tu es amené à vivre? Ah bah bien sûr, ils ont un livre ouvert et ils ont accès à la quintessence de ton âme et de leur âme. Ah oui. Il n'y a pas de barrière. Ah, c'est vertigineux quand on y pense comme ça, on se dit waouh. Mais c'est incroyable, c'est impressionnant. Pareil, une fois, regarde, j'ai donné un exemple qui m'avait vachement marqué. Et comme quoi, en fait, des fois, ils sont même à l'appel et ils sont au diapason des petites interrogations que tu as pu te poser. Quand je travaillais dans la société donc de Christophe, il y avait une dame que j'adorais, avec qui j'avais un lien d'amitié assez fort. Enfin, elle travaillait dans une structure qui était autour de la sienne. Et du jour au lendemain, cette dame, elle m'a plus parlé. Et au début, je me suis dit, j'ai cru qu'en fait, elle ne me parlait plus parce que j'avais quitté mon compagnon. Et en fait, pas du tout. Elle ne me parlait plus parce qu'elle avait trouvé que j'avais eu un comportement puéril en m'essuyant la bouche sur la veste de Christophe. Et elle avait dit que, dans sa tête, je voyais très bien le cheminement de ses pensées, que je l'exposais, que je manquais de maturité, tu vois, que j'étais gamine, et que ça l'avait un peu détachée de moi juste pour ça. Alors que moi, dans ma tête, c'était pour autre chose. Tu vois, c'est un exemple comme un autre. Et la perte de cette affection, ça m'avait vachement marqué. Puis après, je l'ai mis de côté. Mais tu vois, c'est un truc que lui, il a vu direct. Il est venu répondre à cette question. Ah, c'est fou. Donc, il voit les liens que tu as avec les uns, avec les autres. Il voit tout, quoi. C'est impressionnant. Je reviens à ce qu'on disait au tout début de l'épisode quand tu parlais justement de cet état dans lequel tu voyages, ou en tout cas on te donne ces compréhensions, etc., avec ces différents défunts, donc le voyage astral.
Est-ce que toi, c'est un état que tu peux solliciter ou est-ce que c'est toujours quelque chose que tu subis? Dans le sens, bah, tu sais que là, ça vient, aujourd'hui c'est le cas et puis demain, ça va peut-être pas être le cas pendant des mois et des mois, quoi. Bah ouais, en fait, ouais, je le subis délicieusement, on va dire. Non, je choisis pas. Des fois, ça m'est déjà arrivé de dire, ah bah j'aimerais bien que quelqu'un m'emmène. Ça marche pas, quoi. Ah ouais. Et dans cet état-là, est-ce que tu as quand même, toi, donc je comprends que tu le subis délicieusement, mais est-ce que quand même tu as une sorte de capacité d'interaction dans le sens où tu vas poser quelques questions, des questions spécifiques qui sont les tiennes, tu vois? Jusqu'à quel point tu étais en maîtrise de ce qui se passe ou simplement tu prends la leçon et hop, Non, parce que il sait très bien à chaque fois pourquoi, ils savent très bien pourquoi ils me les font faire. Ils savent très bien quels sont mes questionnements, donc j'ai même pas besoin de poser les questions, j'ai toutes les réponses, quoi. et quand tu donc te réveilles, est-ce que tu as la mémoire de tout ce qui s'est passé ou est-ce que ça suppose quand même, un exercice de: «Allez, je vais écrire d'un coup tout ce que j'ai en tête parce que sinon je vais l'oublier»? Alors, j'ai pris pour habitude d'avoir un dictaphone et un carnet à côté de mon lit. Il y a même un moment donné où ma mère me disait: «Il faudrait que tu aies un dictaphone et un carnet à côté de toi». Et donc j'ai des pages, des carnets entiers de retranscription. Ça a été d'ailleurs un boulot colossal pour tout retranscrire et j'en oubliais tellement. Mais au moins j'ai pris la quintessence de ce qui était le plus important pour partager avec le reste du monde. Encore une fois, c'était pas un livre pour me raconter, pour le plaisir de me raconter, mais c'était un livre vraiment pour partager mon expérience dans le sens où il y avait des enseignements clés dedans qui pouvaient fort probablement intéresser les gens. Oui, c'est vrai d'ailleurs, et tu fais bien de le dire. Il y a à la fois effectivement ce côté très biographique et qui est, on est en immersion, hein, dans ce qu'a été ta vie, dans tous tes questionnements et ça n'a pas forcément été simple, on s'en rend bien compte. Donc il y a ce côté-là qui est très touchant, mais il y a aussi tous les enseignements que tu as pu recevoir, qui sont très parlants pour qui s'intéresse à ces sujets-là et c'est pour ça que ce livre à plein de titres, moi il m'a vraiment passionné, hein. Ben merci Xavier, je suis ravie de ça. J'aimerais, terminer, cet épisode, en te demandant, tu vois, bah, évidemment, dans les auditeurs de ce podcast, bah, il y a plein de gens qui sont pas en mesure, et moi le premier, de capter directement, leurs défunts. Hem, Est-ce qu'il y a des signes, faciles ou des choses, tu vois, des petits, trucs et astuces, qui permettent de communiquer, avec ses défunts quand on n'a pas, bah, ces facultés qui sont ouvertes? Euh, c'est pas un privilège. En fait, encore une fois, enfin, c'est toujours un peu délicat cette question parce que j'ai pas envie d'avoir la posture de quelqu'un qui est privilégié. Parce que vraiment, c'est que je suis pas privilégiée. C'est aussi, j'ai ces contacts par rapport à mon parcours d'âme. Attention. Moi, j'étais une âme en grande détresse dans la toute dernière vie déjà. Et c'est l'outil que j'ai choisi, qui m'a été attribué, pour pas partir à la dérive. Tu vois? Même si justement, c'est un peu l'ironie du sort, parce que le décès de ceux que j'aime m'a souvent fait partir à la dérive. Mais quand on peut pas les entendre, les voir avec nos cinq sens, on peut toujours les voir avec le cœur. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que l'essentiel est invisible pour les yeux et se perçoit simplement avec le cœur. Donc je pense que dans l'ouverture du cœur et dans l'acceptation de là où ils sont, de comment on peut aussi désormais maintenant métamorphoser le lien, s'il a été plus ou moins houleux de leur vivant, et ben on peut recevoir des cadeaux juste sensationnels, quoi. Regarde Christophe, je pouvais pas me le saquer. Mais aujourd'hui, maintenant, je pourrais plus me passer de lui. C'est-à-dire que si demain on me disait Alexandra, il doit en rester qu'un seul protecteur, mais sans hésiter, pas une seule seconde, j'hésite et je dis Christophe. Je dis même pas à ma mère, je dis même pas à Ayrton. C'est lui et personne d'autre. Eh bien, on va terminer du coup, cet épisode, sur, ces mots, très sages. Et effectivement, tu as raison de dire que c'est pas un privilège, cette connexion à l'invisible, en tout cas telle qu'elle est développée chez toi. Déjà, c'est quelque chose, c'est notre véritable nature, donc on a tous cette capacité à se relier à quelque chose d'invisible. Et puis ensuite, c'est une question de plan d'incarnation, c'est une question de résonance avec ce qu'on vient travailler. Et ça, c'est important du coup de désacraliser aussi, c'est le cas de toutes les personnes que j'interviewe évidemment, mais c'est important de désacraliser ce que c'est que, bah, justement cette connexion, cette capacité de reliance à l'invisible. Voilà, j'ai pas plus de sagesse que quelqu'un d'autre. Peut-être plus que certains, peut-être moins que d'autres. Euh,
Je suis pas une privilégiée, ça fait juste partie d'un outil que j'ai choisi et qui m'a été accordé. Super, eh bien, merci encore Alexandra, et vous avez compris que je vous recommande très sincèrement ce livre. Évidemment, je mettrai le lien du livre dans le détail de l'épisode sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple ou encore sur ma chaîne YouTube Entre deux mondes. Merci encore Alexandra. Merci Xavier, merci à tous.